le poids d'un échec potentiel est toujours environ 2 fois plus élevé que le poids d'une réussite potentielle. Et en fait, quand on dit ça, quand on fait ce constat-là, on comprend aussi pourquoi, en réalité, eh bien, quand on est overthinker, on passe son temps à essayer de trouver des raccourcis, à essayer de trouver des moyens de se mettre en sécurité, de faire en sorte de ne pas affronter la réalité, d'essayer de trouver des mécanismes, des méthodologies qui vont faire en sorte qu'on va moins souffrir, qu'on va avoir moins de difficultés, etc. etc. Parce qu'on sait pertinemment, du moins notre cerveau pense que l'échec sera beaucoup plus difficile à supporter et que, je dirais, si on devait faire la balance entre les deux, la probabilité de douleur qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'un échec et la probabilité de bonheur, vraiment pour schématiser simplement, qu'on pourrait ressentir vis-à-vis d'une réussite, quelle qu'elle soit, mais comme je le disais, en fait, les poids ne seront pas équivalents et l'échec sera 2 fois plus violent que la réussite pourrait l'être, en tout cas dans le positif. Et du coup, c'est ça qui biaise directement la façon dont on réagit, la façon dont on agit aussi en tant qu'overthinker. Simplement parce qu'en fait, on a cette tendance qui est toujours la même, à se dire qu'à chaque fois qu'on doit passer à l'action, on est obligé de faire des milliards de scénarios, des milliards de plans, de faire des simulations mentales, d'imaginer n'importe quel scénario catastrophe qui viendrait faire en sorte de se dire « Ok, bon, bah là maintenant, j'ai analysé toutes les possibilités, j'ai analysé tous les concepts, j'ai analysé absolument toutes les variables et j'en conclus que je ne pourrais pas faire les choses parce que c'est trop dangereux. » Et en réalité, on fait que ça. En tant qu'overthinker, on ne fait que ça. Et donc, tout à l'heure, j'avais écrit un post, justement en parlant notamment du biais de narration, dont Taleb parle très bien d'ailleurs, qui est de dire en fait qu'après coup, une fois qu'on a vécu des expériences, on a toujours tendance à se raconter le truc en se disant, bah en fait, comme si c'était une suite logique de choses et que tout était arrivé de manière très logique, et presque qu'on l'avait conscientisé au moment présent, et que c'est ce qui nous avait permis d'atteindre le résultat qu'on vient d'atteindre aujourd'hui dans notre expérience, alors que c'est totalement faux. Et c'est ce que justement Taleb appelle le biais de narration, et qu'on appelle le biais de narration en psychologie, et qui est de toujours réécrire l'histoire après coup, parce que c'est plus simple, c'est un espèce de raccourci qu'on a de toujours croire que la suite d'événements qui se sont succédés jusqu'à ce qu'on arrive à telle ou telle expérience est le résultat de quelque chose de totalement conscient et de totalement choisi, ce qui est totalement faux pour le coup, puisqu'on sait, c'est justement le fait de pouvoir lancer une première action, de se mettre dans le concret qui va faire que derrière, on va avoir des successions d'événements que certains pourront considérer comme de la chance, mais qui est plutôt finalement, si on accorde aussi de l'intérêt à ce que peut proposer Taleb et à tous les concepts qu'il a déployés, bah, parler du hasard, on peut parler de la volatilité, et notamment de la volatilité qu'il y a entre ce que l'on avait prédit, ce que notre cerveau, qui est un organe prédictif, avait prévu qu'il se passerait avant de faire la situation, avant de la vivre, et ce qui s'est réellement passé. C'est cette volatilité-là qui, à la fois, peut redimensionner les croyances, mais qui surtout va faire en sorte de réécrire totalement l'histoire après coup. Et donc, je pense que c'est intéressant, en fait, de se plonger toujours dans son passé, parce que, ok, on peut être overthinker, mais il y a toujours des trucs qu'on a fait dans le passé malgré tout. On n'est pas arrivé tout bonnement à 25 ans comme ça, ou à 27 ans, ou à 30 ans, à ne plus jamais rien faire du jour au lendemain. Ça s'est accumulé, ça a été une succession, une répétition de... Comment on pourrait dire ça ? Ouais, une succession, une répétition de réponses, en fait, à certains événements qu'on a validés comme étant des croyances et des réalités, simplement parce qu'on l'a fait une fois, on l'a fait 10 fois, on l'a fait 100 fois, et qu'on a validé ça comme, ok, en fait, par exemple, je suis incapable de parler à l'oral, et donc à chaque fois qu'on va me proposer de parler à l'oral, ou à chaque fois que mon cerveau va prendre en considération le fait qu'il y a des gens autour de moi, et que potentiellement ce soir j'ai une soirée, j'ai un apéro, et je vais devoir parler, je vais devoir me présenter devant les gens, bah, tu vas avoir des gens qui, même pour, et je t'en parle parce que moi pour le coup c'était mon cas, qui même pour aller en soirée, en fait vont se dire, bah, je vais pas y aller parce que je sais très bien que j'ai pas confiance en moi, et qu'à partir du moment où je vais aller dans la soirée, ça veut dire que je vais devoir me présenter devant tout le monde, que je vais devoir avoir de la discussion, que je vais devoir ne pas bégayer, etc. Et en fait tu te fais le film, le scénario. Et c'est terrible parce que là je te parle d'un moment, d'un truc qui est censé être joyeux, d'aller passer une soirée par exemple avec des potes, sachant que dans le lot il y aura des gens que tu connaîtras pas, et du coup en fait tu es déjà en train de prévoir, tu vois, organe prédictif,
te dire putain, potentiellement comment ça pourrait se passer bien, comment ça pourrait se passer mal. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure dans le post, c'est qu'en fait, généralement, on n'imagine jamais le côté incertitude positive, mais toujours les incertitudes négatives, c'est-à-dire, en fait, si demain ou ce soir je vais en soirée, que je vais devoir parler avec des gens, potentiellement les gens vont pas m'aimer, potentiellement, je sais pas, peut-être que j'aurai pas ce soir-là de discussion, peut-être qu'il va falloir que je boive de l'alcool, mais en ce moment j'ai décidé que j'arrêtais de boire de l'alcool, donc c'est peut-être pas bon pour moi d'aller là-bas. Sur les 10 personnes, il y en a 7 que je connais pas, donc ça me fait pas beaucoup de chance de pouvoir m'intégrer correctement, enfin tu vois. Et en fait, là je te parle d'un truc personnellement que j'ai vécu, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, et là en plus je te parle d'un truc qui est censé être relativement cool, tu vois, on parle d'une soirée. Et moi je sais que, en fait, quand j'étais un peu plus jeune, je me mettais vraiment la pression pour ça, mais vraiment, j'étais stressé avant d'aller en soirée. Genre, j'avais la boule au ventre, il fallait que je me prépare 3 heures en avance. Et des fois, j'arrivais 45 minutes à l'avance. Et je me disais, ouais, bon, de toute façon, je suis quelqu'un de spontané, etc. Je suis toujours à l'heure. Et non, ça traduisait en vrai un truc qui était bien plus profond. C'était simplement que déjà, oui, je voulais pas arriver en retard, etc. Je voulais arriver avant parce que je me disais que si j'arrivais avant, potentiellement, il y avait moins de monde qui était là. Et donc, du coup, dans la succession d'événements pour s'intégrer facilement, c'était plus simple parce que tu arrives avant les gens, donc logiquement les gens viennent se présenter à toi. Enfin, c'est tout un scénar. Hein. Là, tu dois te dire il est complètement taré, mais la réalité c'est que je fonctionnais comme ça. Et en fait, c'est des patterns qu'on construit avec le temps parce que en fait, on a des croyances, on a des peurs, et surtout on vient les valider, les amplifier avec le temps. Et des fois, c'est des trucs cons, ça va être à l'école, ça va être. En fait, c'est l'histoire un peu, l'histoire apprise, c'est-à-dire toute la succession d'événements qu'on a pu avoir quand on était jeune, de par aussi de par l'éducation, l'école, les copains, etc. Et qu'on a amplifié avec le temps, qu'on a validé parce qu'en fait, on s'est construit sur des systèmes et des croyances qu'on a cessé de valider, qu'on n'a jamais remis en question. Et c'est pour ça qu'il y en a d'ailleurs à 25, 30 ans, 40 ans qui continuent de se dire qu'ils sont introvertis, qui continuent de se dire qu'ils sont ceci ou cela, et en fait qui ont fini par lier leur identité à ce qui était à la base simplement un sentiment. Par exemple, tu vois, un truc con, mais quelqu'un qui va se dire, je sais pas, aujourd'hui je me sens totalement dispersé, je suis pas focus, et qui va finir par croire qu'il est dispersé, vraiment au sens de je suis, en tant qu'identité, et, même, ou par exemple je suis, je sais pas, je suis incapable de me concentrer plus de 5-6 heures, et en fait tu valides un truc qui s'ancre dans tes croyances, et qui s'ancre aussi dans dans ce qu'on appelle le dialogue intérieur, qui favorise aussi la cohérence et le choix que tu vas faire dans tes actions après. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre un truc, c'est qu'on bâtit aussi notre vie, et on déploie nos actions en fonction de nos croyances. C'est-à-dire que si on croit que ce truc-là est bon pour nous, on va le faire. Si on croit qu'il est pas bon, on va pas le faire. Donc naturellement, si déjà on est biaisé par le fait qu'on a bâti nos croyances sur des choses qu'on croyait être vraies, qu'on a validées à un instant T dans notre vie, mais il ne faut pas oublier que si on l'a validé, c'est parce que c'était un moment très précis et qu'on a mis le focus sur ce moment précis en disant que c'était une vérité générale, et qu'on n'a absolument pas des focus dans le temps pour voir que ça faisait partie d'une courbe et que ça pouvait évoluer et que ça n'était absolument pas je dirais, la substance même de notre identité, mais qu'un élément bien précis qui est venu la bâtir, la construire, mais qui était quelque chose de très contextuel et de très qui était un fait isolé en fait en quelque sorte. Et c'est vraiment ce truc-là, je pense qu'il faut essayer de capter et de se dire que malgré tout, aujourd'hui on est dans un monde où de toute façon on lit beaucoup de choses à l'identité. On lit nos performances du quotidien. On a tendance à toujours croire que, par exemple, demain je fais une journée de merde, je vais toujours avoir tendance à prendre des patterns de ma journée et à me dire que je suis comme si je suis comme ça. Si je fais une journée de zinzin où j'écrase tout pendant 15 heures, je vais me sentir trop bien. Et le problème, c'est que ces vagues successives et émotionnelles là, en tout cas ces montagnes russes là, elles peuvent aussi, alors déjà elles impactent la confiance en soi, mais surtout elles te permettent pas d'avoir si tu veux, ce que Taleb aussi appelle les invariants qu'on doit avoir dans nos vies, donc on va dire à peu près santé, sommeil, nutrition, etc. Et en fait, c'est un changement total de manière dont on voit sa vie, son environnement, etc. Et c'est juste de se dire, plutôt que d'être en réaction par rapport aux événements, d'être en réaction par rapport à ce que, ok, aujourd'hui je suis bien, demain je suis pas bien, et donc mon identité fait pareil, c'est de se dire, en fait, j'ai une base d'invariants. Donc, santé, nutrition, sommeil, etc. C'est des trucs sur lesquels jamais je ne dévie vraiment d'1%. Ou alors, tu peux être en tout cas dans le 80-20, peu importe, mais on va dire que si on part sur un invariant, on se dit, ok, le sommeil,
95% du temps, je me couche aux mêmes heures, je régule mes rythmes circadiens, je coupe les écrans avant de dormir, etc., tout le bordel. Et si tu as ces invariants-là, en fait, une fois que c'est fait, que c'est ancré, tu n'as plus besoin de te soucier du truc. Et par contre, dans la vie de tous les jours, c'est se dire que ça soit dans le business, dans les voyages, dans les rencontres, là, par contre, je viens apporter ce qu'on disait au début, et ce que Taleb a déployé comme concept, c'est-à-dire la volatilité, le hasard, le fait de se laisser en fait accéder à des opportunités que tu n'aurais pas en temps réel parce que tu n'as non pas une discipline extrême, mais on va carrément aller dans la rigidité. C'est-à-dire qu'on a une telle forme de discipline qui est devenue ancrée et qu'on ne veut absolument pas bouger, qui est devenue la rigidité et qui fait qu'en fait on ne se laisse absolument pas la possibilité d'avoir des opportunités nouvelles. On ne se laisse pas la possibilité d'avoir des nouvelles rencontres, de potentiellement rencontrer un mec ou une meuf qui va t'aider dans ton business, d'aller dans un café, de rencontrer la future femme de ta vie, de voyager à l'autre bout du monde et de rencontrer ton futur partenaire de business, etc., etc. Et c'est ces trucs-là sur lesquels il faut avoir de la flexibilité. Et donc c'est, si je reviens par rapport à la problématique du début, si je reviens par rapport à ce qu'on disait, c'est-à-dire en fait l'overthinking et l'action en elle-même, il faut le prendre comme ça. C'est-à-dire, il y a le biais de narration qui fait que de toute manière, après coup, que ça soit de la grosse merde, qu'on ait foiré total ou qu'on ait réussi, c'est qu'une histoire de contexte. Parce que demain, si tu te foires totalement à ton oral du bac, ou si dans ton business, tu te foires total et tu perds des dizaines de milliers d'euros, sur l'instant T, ça sera une vérité. Et peut-être qu'en tant qu'overthinker, tu auras tendance à te définir par ce truc-là. Mais en fait, dans 10 ans, quand tu auras réussi, parce que tu vas réussir, parce que tu vas te relancer, en fait, ça sera la base de ta réussite. Donc en fait, tout est une question de contexte, tout est une question de perception, et tout est une question de, en fait, dans où est-ce que je mets le curseur, où est-ce que je me place, où est-ce que je place cet événement dans mon contexte de vie. Est-ce que je me place à une échelle de un jour, donc aujourd'hui, événement isolé, et j'en fais une vérité, une semaine, un mois, un an, 10 ans, en fait, ça n'a pas du tout la même valeur. Donc prendre un fait isolé et une valeur comme ça qui n'a pas de sens en tant que tel et en faire une identité, c'est ce qui fait aussi que derrière on overthink et qu'on fait rien, qu'on n'agit pas. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir ce... je pense que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est vraiment le truc qu'il faut retenir, c'est de se dire il faut toujours garder en tête qu'un événement est contextuel, qui ne doit pas nous définir, et que surtout il est à remettre, encore une fois, en perspective sur des durées qui sont bien plus élevées pour comprendre aussi en quoi ça nous... Par exemple, des événements du passé nous ont construits, et que potentiellement même un truc qu'on a vécu comme une humiliation, que ça soit, peu importe le truc que tu as vécu, moi personnellement je me rappelle de peut-être, alors peut-être pas les oraux du bac, mais là ça me revient peut-être des exposés à l'époque en SVT ou des conneries comme ça, des conneries du genre dont j'en avais absolument rien à péter, et que j'ai dû passer à l'oral et que je me suis foiré, et que j'ai été, en tout cas je me suis senti, tu vois, je me suis senti humilié devant la classe. En fait, au final, c'est ce qui m'a aussi donné la volonté à un moment donné de me dire putain, mais j'ai pas confiance en moi et je dois changer cette condition-là. Je dois aller parler à des centaines de personnes tous les jours. Je dois me confronter au marché. Je dois aller chercher des clients en physique. Je dois aller chercher à rencontrer des femmes dans les rues. Je dois, peu importe en fait. Mais je pense que tout événement qui à un moment donné était négatif peut être transformé en positif à partir du moment où on considère qu'il n'est qu'un fait isolé et qu'il vient faire partie d'un contexte, mais que ce contexte-là, il évolue, et que nous, on évolue en tant que tel aussi. Donc, rien n'est figé. Et je sais qu'il y a une phrase, je crois que c'est Idriss Aberkan qui avait dit, et je la répète souvent aussi, parce que moi, c'est un des trucs qui m'a toujours marqué, c'est de se dire, en fait, il faut jamais laisser quelqu'un nous définir. Mais il ne faut pas tomber dans le truc aussi de se laisser soi-même se définir par un événement qu'on a vécu, un événement isolé, et qui viendra en fait dicter l'entièreté des choix et des décisions qu'on va avoir dans nos vies par le futur, et qui en fait va impacter totalement la personne qu'on va devenir. Et en fait, on va devenir exactement la personne que l'on croit être à l'instant T vis-à-vis de cet événement qu'on vient de vivre. Donc c'est terrible. En fait, il faut vraiment sortir de ça. Et voilà, pas plus. C'était juste ma petite pensée du soir par rapport au sujet. Ça vient faire écho un peu au post dont j'ai parlé ce matin. Et au fait, d'ailleurs, pour ceux qui m'ont écouté jusque-là, petit point par rapport à ce que j'avais dit là récemment, il y a quelques semaines, je devais entamer une formation en neurosciences à l'international. Ça a été un peu décalé parce que la formation que j'ai prise, donc c'est des mentors qui sont basés à Singapour, et je crois qu'on va commencer normalement le 12 ou le 15 septembre. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresse, m'envoyer un DM, mettre un commentaire ou quoi que ce soit. Si ça vous intéresse de suivre un peu mon parcours. Il est possible que je décale aussi sur une autre plateforme, en tout cas pour faire un peu le côté
storytelling du parcours en tant que futur coach certifié. Et voilà, dans le même temps, il y aura d'autres choses qui vont arriver, donc j'en parlerai un peu plus tard. Je fais les vidéos comme ça un peu random. De temps en temps, je vais écrire aussi un petit peu des articles. On va essayer d'aller sur quelque chose d'un peu plus professionnel, je pense, au bout d'un moment, parce que là, c'est très random, c'est très spontané. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si c'est cool. Et puis voilà, la bise les amis.